Le 2 avril 2026, 5e année, 38e jour depuis le début de l'invasion totale. Bienvenue, voici le rapport de situation. Dans le rapport d'aujourd'hui, nous allons examiner une attaque majeure contre des aérodromes, nous allons également revoir les attaques contre les raffineries, ainsi que la déclaration de la Russie selon laquelle elle a entièrement conquis la région de Louhansk, et bien plus encore. Commençons cette fois tout en bas de la carte, il y a eu une attaque ukrainienne de grande ampleur sur l'aérodrome de Kirovsk, en Crimée. Selon les informations actuelles, plusieurs cibles de haut rang ont été touchées simultanément. 4 drones de reconnaissance de type Orion auraient été détruits, ainsi qu'un site pour drones lourds qui sont lancés depuis la Crimée en direction de l'Ukraine. En plus, la perte d'un avion de transport ou d'un avion spécial de type Antonov 72P a été signalée, ainsi que la destruction d'un système radar. Apparemment, des drones FP2 équipés de charges explosives relativement importantes, allant de 60 à 100 kg, ont été utilisés. Cela indique des attaques ciblées contre des infrastructures fixes et de grande valeur, et non seulement contre les petites cibles pour lesquelles le FP2 standard est utilisé. Cela signifie qu'une réflexion a été menée pour cette attaque, surtout sur des cibles de grande valeur comme un radar ou un gros avion. La perte possible de l'Antonov 72P est particulièrement remarquable, car cette plateforme est notamment utilisée pour combattre des cibles maritimes, en particulier dans le contexte des drones maritimes ukrainiens qui attaquent sans cesse la côte de la Crimée. La perte affecte donc directement la capacité à détecter et à combattre ce type de menace à un stade précoce. Si l'on regarde le choix des cibles, on remarque également que plusieurs niveaux ont été visés simultanément. Par exemple, les drones de reconnaissance de type Orion ont été attaqués, ainsi que le commandement et l'infrastructure de base comme le site même des drones, les capteurs tels que le radar et un aéronef assez spécialisé. Cela indique donc une attaque qui ne vise pas seulement des pertes individuelles, mais la fonctionnalité de l'ensemble du système, surtout pour la défense contre les drones. Dans ce contexte, l'opération maritime des drones marins ukrainiens devient d'autant plus intéressante si les capacités de défense contre les drones sont affaiblies. Il se crée au moins une fenêtre temporelle pendant laquelle de tels systèmes peuvent être utilisés de manière plus efficace, que ce soit contre des navires ou contre des infrastructures le long de la côte, comme par exemple des quais d'amarrage. Une prise de vue par drone montre le résultat d'une attaque russe avec des motos contre des positions défensives ukrainiennes, ou plutôt seulement contre les positions avancées. Plusieurs véhicules et soldats se trouvent juste devant une combinaison de barbelés et de ce qu'on appelle des dents de dragon, ou comme je les appelle, des dents de lait de dragon. Ce qui est assez frappant, c'est le déroulement. Les forces attaquantes ont apparemment d'abord créé ou utilisé une brèche dans la barrière pour percer rapidement. C'est là que la défense ukrainienne agit de façon ciblée. Car le concept de se tenir directement derrière la barrière ou d'y creuser des tranchées, ce qui les rendrait eux-mêmes vulnérables, n'existe pas du tout du côté ukrainien. En effet, ils attendent que le mouvement se canalise davantage. Au moment où les motards ont voulu s'engouffrer dans la brèche créée, ils ont été ciblés et attaqués, très probablement par des drones. Cela explique aussi pourquoi les pertes se concentrent autant précisément à ce point d'étranglement. Cela montre assez clairement le véritable but de telles barrières. Elles ne servent pas tant à arrêter complètement les attaques à longue distance et sur de larges corridors, mais plutôt à les diriger et à les canaliser. Certaines parties détruites de la défense restent ouvertes pour forcer les assaillants à passer par certains endroits, où ils deviennent alors vulnérables. Cet effet est particulièrement fort pour les unités rapides et légèrement blindées comme les motos. La vitesse n'est un avantage que tant qu'on peut manœuvrer librement. Lorsque le mouvement est limité à un couloir étroit, cela devient une cible prévisible. Le ministère russe de la Défense a, le 1er avril, annoncé la prise complète de l'oblast de Louhansk. Mais la partie ukrainienne rejette cette version et parle d'une nouvelle annonce de succès propagandiste sans fondement réel. Ils font également référence à un poisson d'avril. Selon les unités ukrainiennes, en particulier la 3e brigade d'assaut, leurs propres forces se trouvent toujours dans la zone ouest de la région. Il s'agit concrètement des petits secteurs du front près de la frontière avec l'oblast de Donetsk, que j'ai indiqué ici sur la Deep State Map. Là-bas, les troupes ukrainiennes tiendraient de leur position. Ainsi, la situation sur ce secteur n'a guère changé. La Russie contrôle certes la majeure partie de la région, soit environ 99,9% de la superficie totale, mais elle n'a pas encore réussi à déloger complètement les dernières positions ukrainiennes restantes. Donc oui, ils contrôlent presque toute la région, mais ils annoncent la prise complète, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Il est frappant de noter que des annonces de succès similaires sont déjà apparues plusieurs fois auparavant.
Il ne s'agit donc pas de la première déclaration de ce genre, mais d'une répétition d'un schéma connu. L'importance de Louhansk reste toujours aussi élevée. La région ne fait pas seulement partie du Donbass, elle est aussi stratégiquement étroitement liée à la Russie. Un contrôle total aurait avant tout une valeur symbolique et surtout politique, justement parce qu'il s'agit depuis le début de la guerre de l'un des objectifs centraux. Et la Russie n'a encore pu en atteindre aucun. Et cela après 1499 jours de guerre. Et oui, une telle victoire symbolique ou une annonce symbolique ou politique est maintenant vraiment importante du côté russe, car leur nouvelle offensive dure déjà depuis 2 semaines sans aucun succès notable. Lors des offensives précédentes, je pouvais signaler chaque jour des déplacements de la ligne de front sur la carte, mais pour celle-ci, il ne se passe pratiquement rien, et elle dure déjà depuis 2 semaines. Et du côté russe, ce genre de choses ne démarre pas comme une avalanche, de sorte qu'elle passe de petites attaques à des combats plus importants, puis à de véritables batailles. Non, c'est exactement l'inverse du côté russe. Là-bas, en général, ils attaquent toujours avec tout ce qu'ils ont dès le début, puis avec le temps, cela diminue de plus en plus. Ici, on ne voit rien, sauf que les pertes quotidiennes sont légèrement plus élevées que d'habitude. Actuellement, beaucoup d'indices montrent cependant que le front reste dans un état assez statique, avec des combats assez limités, mais sans changement décisif. À Oufa, la capitale de la République russe du Bashkortostan, la raffinerie Vachnevne aurait apparemment été la cible d'une attaque de drones ukrainienne. Des rapports font état d'un impact à l'intérieur de l'installation, mais les détails précis sur l'ampleur des dégâts ne sont pas encore connus. La raffinerie appartient à l'un des plus grands sites de traitement en Russie et s'intègre à un vaste réseau d'infrastructures d'extraction, de traitement et de transport. En conséquence, une frappe, selon la zone touchée, peut avoir des répercussions au-delà du site immédiat. Il est aussi notable de voir la profondeur de la cible, Oufa étant loin dans le territoire russe, donc éloigné de la ligne de front. Donc, il n'est pas encore clair si des unités centrales de traitement sont concernées ou non, il faudrait peut-être attendre encore quelques heures. L'essentiel sera de savoir si la production doit être limitée ou si l'exploitation reprendra après une brève pause. Selon Pavlo Paliza, la Russie poursuit toujours l'objectif de prendre le contrôle total du Donbass. Parallèlement, il y aurait actuellement une pression exercée par des attaques contre les infrastructures critiques en Ukraine. La combinaison des opérations militaires et des frappes sur l'énergie et les infrastructures, cette combinaison vise non seulement des gains territoriaux, mais aussi à accentuer la pression sur la société ukrainienne et les structures de l'État, comme on l'a vu ces dernières années. Selon Paliza, l'Ukraine met actuellement l'accent sur plusieurs niveaux à la fois. Cela inclut le renforcement de sa propre capacité de défense, la coordination étroite avec les partenaires internationaux, ainsi que la mise en place de mesures préventives et la réponse anticipée aux menaces. Ces déclarations offrent ainsi un petit aperçu de la perception stratégique actuelle à Kiev. Les forces russes ont attaqué Kharkiv 11 fois concentrant leurs efforts dans le district de Kievski. Ce qui est particulièrement remarquable, c'est la première utilisation de drones à réaction contre une ville comme Kharkiv. Ces systèmes se distinguent nettement des autres drones Shahed, ils sont plus rapides, plus difficiles à détecter et réduisent considérablement le temps de réaction de la défense aérienne. C'est précisément ce point qui semble avoir joué un rôle assez intéressant, car une partie des drones entrants a pu être interceptée, mais d'autres ont probablement réussi à passer. Choisir un quartier urbain densément peuplé montre encore que ces attaques ne visent donc pas seulement des cibles militaires, mais cherchent à exercer une pression sur l'espace urbain. Pour nous, il s'agit d'ailleurs d'un drone Gérant 3, qui est le successeur plus rapide du Gérant 2, c'est-à-dire la version sous licence du Shahed 136. Il n'y a aucun gain de terrain à signaler aujourd'hui. Du côté russe, qui est pourtant en pleine offensive, il n'y a pratiquement rien à rapporter, en fait, rien du tout. L'offensive locale ukrainienne dans la région de Ujazpol s'est également plus ou moins tue. Et sur ce, je remercie tous les abonnés, les membres de la chaîne et l'Algo Crew. Un remerciement particulier va à le colonel Lothar Dreneke et le Letet, moi, Arjan Mayrhofer. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser des commentaires. Et à la prochaine mise à jour de la situation.